quand deux grossesses sont très rapprochées, ça peut impacter sur sur Mais sa très santé. rapproché, on parle de C'est-à-dire combien d'écart? c'est-à-dire ce qu'on conseille, c'est d'attendre minimum 2 ans. Entre quoi? Oui, Entre l'accouchement et la c'est ça, conception. entre les deux enfants. Donc 2 ans de 2 ans naissance. de naissance. Donc Maintenant, 1 an, 3 mois. Je sais pas trop. Yasmine, j'ai dit 2 ans. Ok. Mes grandes sœurs, j'avais hâte de vous retrouver. Ça fait 2 jours là. Ça fait 2 jours. Je suis très contente de te voir aussi. Ah oui. Super contente de vous retrouver en tout cas. On dit quoi? Ça va? Ça va, écoute. La vie continue son cours et on est content d'être là pour justement parler des sujets qui nous touchent encore une fois. Ouais. Donc, je disais tout à l'heure que j'avais hâte de vous retrouver parce qu'on parle du fait de vouloir un enfant, mais surtout de pouvoir en faire. Je ne maîtrise pas vraiment le sujet parce qu'aucune expérience en la matière. Et j'ai trouvé que ce serait bien de pouvoir en parler à mes grandes sœurs, toi Yasmine, qui en a vu naître 3 magnifiques bébés, et toi Fatoumata, qui en plus d'être maman, eh bien, tu es sage-femme aussi. Donc, quoi de mieux que d'en parler avec des grandes sœurs qui ont déjà vécu l'expérience. Donc, qu'est-ce qui t'intrigue dans l'histoire? J'aimerais bien savoir. Bon, après, il faut savoir que, certes, j'espère avoir des enfants. Je ne suis pas pressée. Là. Bon, mollo, on y va doucement. Pas encore pressée. Mais pour quelqu'un qui espère en tout cas avoir des enfants, pour une jeune femme de 22 ans, il faut dire que ça m'effraie un peu. Ça me fait un peu peur. Parce que sur le long terme, cette affaire de « Ah, tu peux pas. Ah, tu peux. » nanana. En tout cas, on aura l'occasion d'entrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas, Fatoumata? Et c'est très bien justement de se poser, je pense, la question dès maintenant. Au-delà même du fait d'être maman, mais vraiment sur soi-même, la procréation, tu sais, tous ces sujets de fertilité, etc. Parce que c'est un long processus entre vouloir et vraiment arriver à devenir maman. Donc, tu fais vraiment bien de te poser ces questions et je pense que tu n'as pas trouvé mieux, sans prétention aucune, pour te répondre. Donc, Fatoumata, on t'écoute, dis-nous tout. C'est ça qui fait le charme du travail de sage-femme, parce qu'on en voit, je ne dirais pas de toutes les couleurs, mais on en voit des histoires de celles qui veulent avoir d'enfants, celles qui voulaient rêvaient d'être maman, n'ont pas pu l'être parce qu'ayant connu une fausse couche, celles qui tardent à prendre une grossesse. Donc, c'est le vécu quotidien, je dirais. Et il faut se dire qu'il y en a qui souffrent. Il y en a qui souffrent surtout par rapport aux questions d'infertilité. Celles qui veulent vraiment en avoir et voilà, avec le regard de la société, les jugements, c'est pas évident. Parce que je pense que le problème aussi, c'est que chaque personne a son histoire. Donc, on a des fois des histoires du vécu, de l'historique, qui pèsent aussi lourd. Et on se dit, je suis la seule à vivre ça. On n'en parle pas parce que c'est tabou, que c'est un sujet qui affecte vraiment la vie des femmes, de couples, de familles. Oui. Et c'est ça le vrai problème. Mais en parlant justement de tout ce qui est fausse couche, c'est un phénomène assez fréquent qui très souvent est même diminué en fait par la société en termes de douleur. Donc la maman, on dit c'est pas grave, j'en aurai un autre. C'est pas grave. En gros, ta douleur est peut-être des fois minimisée. Donc c'est des fois, banalisé. voilà. Tu préfères ne même pas en parler parce qu'on te dira c'est pas grave. Au moins toi tu es là, tu auras d'autres enfants, t'as pas besoin de pleurer pour ça. Et ça, je pense que c'est vraiment très douloureux pour les femmes de traverser ce genre d'épreuves. Yasmine, tu as tellement raison. C'est tellement banalisé. Et pourtant, c'est tellement douloureux. Je l'ai vécu en tant que femme et en tant que sage-femme. En tant que sage-femme, parce que j'ai eu des patientes qui ont eu, quand j'étais clinicienne, qui sont passées par une fausse couche. Mais j'ai vécu moi-même la fausse couche. Donc là, c'est un regard différent que tu as. Imaginez quelqu'un qui
fait une fausse couche d'une grossesse de jumeaux ou jumelles. C'est-à-dire c'était censé être soit jumeaux, soit jumelles. Deux enfants. Oui, 2 enfants. Et que tu perdes ça un jour de 31 décembre. Ouh. Tu entends les pétards. Toi, tu es en train de perdre une grossesse. Moi, je l'ai vécu personnellement. Et c'était à combien de mois? C'était le premier trimestre. En général, voilà, quand c'est précoce, c'est le premier trimestre. Et la douleur, cette douleur-là, tu es seule avec ton mari. Les autres, ils font la fête. Ils ne savent pas que tu es en train de... Voilà. Parce que généralement, à ce moment-là, on n'a même pas encore annoncé aux proches qu'on est enceinte. Voilà, donc, c'est un peu difficile même d'en parler. Donc, après ça, c'est des personnes que tu rencontres et qui te disent « Ah, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour être maman ?» Ces personnes ne savent pas qu'en posant cette question, que tu étais passée par cette étape-là. En fait, tu as rêvé d'être maman. Ça n'a pas abouti. Par la suite, tu as été opérée parce qu'il fallait sortir la cause de cette fausse couche pour te permettre. Donc, à chaque fois que la personne te pose cette question, ça te rappelle des choses en réalité. Ça réveille en toi tout un processus, une épreuve. Donc, imagine ces milliers de femmes-là qui passent par la même chose ou une histoire similaire et à qui on pointe du doigt, on fait des préjugés. Comment elles doivent se sentir. C'est affreux. Voilà. C'est affreux. Mais tu parles justement de choses qu'il fallait retirer. Aujourd'hui, les fausses couches, des fois, quand tu es un peu intime ou proche d'une personne, elle arrive à t'expliquer qu'il y avait une cause qui faisait que j'ai pas pu justement aboutir à la fin de la grossesse. Mais tout ce qu'on rencontre, tous ces problèmes, est-ce que ça peut être évité pour justement diminuer le risque de fausse couche? Oui. Oui. Excuse-moi, Fatoumata, avant que tu ne répondes à la question. Jusqu'à ce que ça arrive à une amie proche de moi, pour moi, la fausse couche, c'est un mythe. Ah oui. L'amie dont je parle en question est super jeune. On a le même âge, 22 ans. Okay. Donc, il y a 2 ans, elle tombe enceinte. La famille est un peu contre, c'est un peu compliqué. Et à 3-4 mois, elle fait une fausse couche. Wow. Et ce n'est que récemment, quand on en a parlé encore, qu'elle m'a expliqué que en fait, c'était dû à des fibromes. Parce que moi, je ne sais rien de tout ça. Tout ce qui est fibrome, tout ce qui est cause des fausses couches. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Non, on n'en parle pas. Oui. Je n'en sais pas plus que ça. Et comme elle m'explique que ça se fait, elle est juste rentrée pour prendre sa douche et tout, et elle a senti quelque chose de lourd. Wow. Dans ses parties intimes. Et elle dit qu'elle a juste posé la main et puis elle a retiré quelque chose et elle a compris que c'était le fœtus. Franchement, le témoignage était lourd. C'est vrai que c'est moi qui ai voulu qu'on en parle, mais c'était pesant pour moi-même. Mais c'est clair. J'étais là à me tordre. J'ai dit, mais toi, tu me racontes, moi, je me tords. Comment toi, tu l'as vécu toi-même? Comment tu t'es sentie? Mais tu as dit quelque chose qui me touche particulièrement parce que tu as dit pour toi, c'était un mythe. Donc, les fausses couches, pour toi, c'est quelque chose que les gens inventaient pour... C'est quelque chose que je n'imaginais pas. Ok, tu matérialisais pas en fait. C'est-à-dire que c'était très abstrait. Totalement. Jusqu'à ce que tu entendes la première expérience d'une personne que tu connais et que tu imagines du coup la douleur. Des fois, tu veux être mère, tu n'arrives pas, finalement tu tombes enceinte. Donc, tu es proche de ton but et au bout de 2-3 mois, tu es heureuse et tout d'un coup, bam, tout disparaît en un rien de temps et tu peux pas aller annoncer ça à la terre entière parce qu'on te comprendra pas, on te dira c'est pas grave. C'est comme tu dis. C'est très difficile vraiment de traverser ça. Oui, le mot banalisé là. La similitude que j'ai remarqué par rapport à ce que tu as vécu et par rapport à ce que mon ami a vécu, c'est que tu as dit que ça s'est passé au premier trimestre, pendant le premier trimestre de la grossesse. Parce qu'elle aussi, c'était pareil. Je pense que c'était en fin du premier trimestre. Et à quelque part, je me pose la question, est-ce que c'est anodin que ce soit à cette période-là ou est-ce que ce sont les premiers 3 mois même de grossesse qui sont à risque? Bon, moi, je dirais pas à risque, oui. Face à si une femme, par exemple, a une maladie en même temps, ça peut être facteur de risque pour créer une fausse couche. Oui. C'est une réalité, mais parfois, il n'y a aucune cause. C'est ça, parce que moi, parfois, il n'y a aucune cause. J'ai, Dieu merci, jamais traversé ça, mais je sais chaque fois qu'on dit, c'est pour ça même qu'on on attend toujours la fin du premier trimestre pour annoncer, parce que le premier trimestre est vraiment très sensible.
Et donc, faut faire attention même pour toi-même, parce que c'est une période très, très fragile, on va dire. Où tout se fait en voilà. réalité. Ouais. Donc, s'il y a eu un problème de malformation, bon, je ne maîtrise pas vraiment le sujet, mais en tout cas, cette période est très fragile. D'autant plus si tu as encore des complications qui n'ont pas été détectées avant la conception. Forcément, ça amplifie on va dire, le risque, en fait, de perdre bébé à cette période-là. Et c'est ce qui est vraiment difficile. Mais vraiment, les fausses couches, c'est... horrible. C'est horrible. Et c'est pas que c'est-à-dire, ça peut arriver à tout moment. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est-à-dire au premier trimestre, voilà. C'est pourquoi on catégorise. Nous, dans le milieu médical, on va pas dire fausse couche pour tous les cas. les types. Ouais. Mais là, on va se dire pour que tout le monde comprend. Mais ce qu'il faut dire, c'est que parfois, il y a une cause derrière qui peut malheureusement freiner la grossesse. Et comme j'ai dit tout à l'heure, parfois, il n'y a aucune cause. Ouais, c'est ça. Et d'où la nécessité d'ailleurs d'y aller tôt. D'y aller tôt. C'est-à-dire dès qu'on suspecte une grossesse, d'aller voir le spécialiste. Et je pense que le sujet aussi avec les fausses couches, c'est de se dire, justement, quand on parle, toi qui te poses des questions, ça ne fait pas de toi une femme pas capable d'enfanter. Ça ne fait pas de toi une femme avec une étiquette qui perd les bébés chaque fois qu'elles sont enceintes, parce qu'il y a des femmes qui ont des fausses couches de façon répétée. Oui. Donc, je pense que c'est important aussi de se dire que ça ne diminue en rien la valeur de la femme que tu es parce que tu as perdu 1, 2, 3 bébés. Peut-être qu'il y a une cause à identifier, donc il faut vraiment creuser. Donc, il faut en parler à des spécialistes, à des sages-femmes, et vraiment creuser. Mais il ne faut pas que, justement, on se dise « Ah, c'est toujours moi qui perds des bébés », donc se sentir mal dans son coin sans jamais en parler. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes, parce que ça reste quelque part, encore une fois, malheureusement, tabou dans nos sociétés. Et c'est pour ça qu'on l'ouvre à ce sujet et qu'on parle justement de toutes ces problématiques que beaucoup de femmes rencontrent. Et elles sont pas seules, en fait. C'est pas des cas isolés. Ça arrive, en tout cas, beaucoup. Totalement. Et toujours sur le sujet, tu vois, Fatmata, tout à l'heure, tu nous partageais ton expérience. Et si tu es prête à en parler, tu parlais justement du fait d'avoir dû retirer quelque chose après, justement, avoir traversé toute cette épreuve. C'était quoi, en fait, toutes ces étapes après? C'était des myomes. C'est-à-dire ce qu'on appelle communément ici le fibrome. D'accord. Fibromyome. Donc, c'était ça la cause. Parce qu'en général, quand il y en a, quand c'est d'une certaine taille, même ça peut bloquer l'évolution d'une grossesse. Ça n'empêche pas, attention, je m'arrête là-dessus parce qu'il y en a qui ont des myomes et qui peuvent penser qu'elles vont faire. Non, non, non. C'est juste que ça peut être cause de fausses couches. Donc, ça dépend de la taille? Exactement. Ça dépend de la taille, du nombre. J'en avais beaucoup. Donc, voilà. Mais est-ce que ça veut dire que quand on veut, du coup, procréer, on doit aller peut-être faire une échographie pour voir s'il ne faut pas retirer avant la procréation ou pas du tout? Avant même, oui. Avant même le mariage, avant même le mariage, il faut avoir l'habitude d'y aller. Donc, voilà. Les miens ont grandi un peu plus rapidement. Plus rapidement, d'accord. Voilà, et on causait. Et après ça, on a décidé avec mon médecin de les enlever pour ne plus créer ce risque-là. D'accord, ok. Et quand on les a enlevés, voilà, j'ai eu mon fils. Et Dieu merci. Franchement, là, c'est vraiment, j'imagine, un tel soulagement. Et on espère justement que plus on sera au courant, plus les personnes, les mamans qui veulent devenir maman ou avoir d'autres enfants pourront justement avoir cette libération-là. Tu devais être la plus heureuse du monde, j'imagine. Après toute cette épreuve. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé de la fragilité du premier trimestre de grossesse et tu as souligné l'importance d'aller chez le spécialiste, chez le médecin. On a recueilli des avis des spécialistes sur la question. Pour nous, donc, on va voir ça tout à l'heure. Toi, tu aimes ça? Je te dis. Les fausses couches sont fréquentes, malheureusement. Elles sont plus habituelles que l'on le pense. Car une grossesse sur 5 peut s'arrêter spontanément, surtout avant 12 semaines de grossesse. Dans la majorité des cas, les causes sont génétiques, c'est-à-dire qu'il y a des malformations chromosomiques de l'embryon qui arrêtent son développement. D'autres causes également peuvent créer des fausses couches, à savoir
des malformations utérines, des maladies auto-immunes, mais également des troubles hormonaux. Il peut y avoir certains contextes qui peuvent favoriser une fausse couche et qu'il ne faudrait pas négliger, à savoir un stress intense, des activités physiques prolongées, le tabac ou à des expositions prolongées de toxines. Le plus important, c'est des fois de faire un bilan pour éviter les récidives ou encore appelé avortement répétitif. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, de cet avis du spécialiste? Bah, moi, j'ajouterais juste... bon, il l'a déjà dit, hein, mais je rajouterais... il ne faut pas s'empresser de faire une autre grossesse, de prendre une autre grossesse sans chercher la cause. Souvent, on est tellement sous la pression de la société qu'on veut rapidement, et c'est facile souvent après une fausse couche de reprendre une grossesse. C'est très rapide. Okay. Une grossesse peut revenir rapidement, mais il faut toujours chercher la cause et surtout en parler. Il ne faut pas tout garder pour soi-même. Par rapport à ça, moi, je me demande si les gens ont l'accès à l'information. Parce que pour moi, je me dis que tout de suite après un malaise, je ne sais pas, après un problème que tu rencontres en tant que femme qui est passée par le processus de la grossesse, tout de suite, quand il y a un problème, tu te dis, je vais voir le médecin. C'est pas automatique. Pas systématique pour tout le monde, je pense. Mais je pense que dans le bon sens, on te dit ça, mais peut-être que dans le feu de l'action, tu sais, des fois, on pense des choses avant de vivre une situation, et quand ça arrive, peut-être tu te dis, bon, je réessaie encore une fois, il y a l'espoir, il y a le fait de se dire, je vais aller, je vais encore prendre des traitements, etc. C'est ça. Donc, c'est pas forcément systématique, je pense, dans tous les cas, malheureusement. Mais c'est important quand même de chaque fois aller se faire consulter chez le spécialiste. Il le faut. Maintenant, il y a, comme j'ai dit, la pression de la société. Il y a les préjugés, il y a tellement de fausses croyances. Donc, tu n'as pas une liste aujourd'hui. Je t'ai pas entendu parler de ça. Hein? Tu sais que j'aime ça. Toujours. Dépose tout. Donc, comme d'habitude, le jeu est simple. J'ai un lot d'affirmations. Et on est sur on prend ou on dépose. Okay. Vous allez être choqués. Choqués de quoi? De toute façon, Fatma t'a dit, on dépose tout avant de regarder ce qu'on tout. Bon, dis-nous. Au jeu, hein. OK. Alors, premier, on prend ou on dépose. C'est dans ta tête, détends-toi. Qu'est-ce qui est dans sa tête? Que... Tout ce vécu-là, c'est dans ta tête. Oh, genre, si tu as eu une fausse couche, c'est pas grave, détends-toi. Ou bien, si tu n'arrives pas à avoir des enfants... Oh. Si parce que là, l'expression ne dit pas tout. Mais si on imagine comme si... En gros, arrête d'en faire trop. Calme-toi parce que c'est pas si grave que ça. Ça, c'est à déposer directement parce qu'en fait, toute douleur est valide. C'est ça. C'est la personne qui la traverse qui sait ce qu'elle endure. Donc, tu peux jamais juger à la place de l'autre. Donc, non, je me détends pas. Si tu veux pas mes défauts, me laisser. Pas la peine de me dire ça. La prise en compte, en tout cas, du ressenti, de l'émotion, de ce que les gens traversent, c'est super important. Oui. Et j'ai comme l'impression que chez les femmes, parfois, c'est un peu banalisé. C'est très banalisé. Tu passes par la fausse couche. Tout de suite, on te fait savoir que il y en a ni la première ni la dernière. C'est leur phrase même qu'elle a là. Et c'est justement beaucoup entre les femmes. C'est ce qui est des fois très dommage parce que c'est même entre les femmes qu'on se fait subir ces douleurs-là. On poursuit avec le deuxième, on prend ou on dépose. Tu préfères ta liberté, c'est pour ça. Déposer. Que je n'ai pas d'enfant. Totalement. Oh mon Dieu. Yasmine, c'est ça un commentaire. On dépose et on avance. On dépose, on jette. On jette par la fenêtre, dans la mer. Une grossesse, un enfant, ça se planifie à 2. Ah, ça c'est vrai, hein? On prend tout de suite. Oui, c'est vrai. Yasmine, ne dis pas mais, ne dis pas mais. Non, c'est pas ça, c'est vrai. Mais bon, non, c'est vrai. Dans la majorité des cas, c'est vrai. Ça se planifie à 2, mais bon, non, c'est vrai. Si tu ne fais pas d'enfant, ça va chauffer le cœur de Yasmine. Si tu ne fais pas d'enfant, ton mari va te quitter. Tu ne sais pas qu'il faut faire un enfant pour retenir ton gars ou bien Oh my God.
Il n'a qu'à partir, il n'a qu'à sauter, il n'a qu'à partir, caler en l'air, n'importe quoi. Mais tu vois, ça c'est à jeter parce que au-delà même de la femme qui est en train de souffrir, qu'on ne considère même pas justement dans son processus peut-être de devenir maman, on ne connaît pas ses réalités. On vient encore lui infliger le problème de ton mari va te laisser, la pression, mais qui partent en fait. À la fin de la journée, pourquoi un enfant devrait être un garant pour retenir qui que ce soit? Mais il y en a qui ont 10 enfants et puis ils partent, non? Oui. Donc, ça a toujours été comme ça. Si tu fais pas, si tu t'assois pas comme ça, ton mari va te laisser. Si tu ne fais pas ça, ton gars va te laisser. Pardon. À la fin de la journée. Il y en a même qui sont là, ils t'ont pas laissé, mais ils sont pas là. Donc, c'est pourquoi. Pardon, jette ça. De vouloir, tu bloques tout. À force de vouloir, tu bloques tout. Ça veut dire quoi même déjà? Alors ça, il y a une part de vérité par contre. Ah oui? Oui, parce que souvent, oui, ce stress-là continue à penser, c'est-à-dire le fait de rester, de penser, à passer, le fait de penser tout le temps à une grossesse n'est pas souvent une bonne chose. Ouais. Ça peut créer des blocages. Oui. Ok. Ouais. Donc, plus se détendre. C'est-à-dire, il faut se détendre. Moi, ce que j'ai l'habitude de conseiller, essayez de ne pas trop y penser. En général, c'est quand on s'y attend le moins que ça vient. Je comprends très bien ce que tu dis, mais je pense que de façon pratique, c'est très difficile. C'est très difficile, ça, je sais. C'est très difficile, mais effectivement, plus on y pense, plus je pense que le corps même met en place des mécanismes qui compliquent même la situation. De pression. Ça, c'est pas notre... Mais des fois, quand tu veux un enfant, tu regardes premier cycle, tes règles sont là, donc tu es un peu découragé. Deuxième cycle, troisième cycle. Peut-être qu'il te faut 6 cycles avant de voir que ton enfant est là. Oui. Donc, mais le stress que tu as, et là, vraiment, je pense à toutes ces femmes qui n'arrivent même pas à en avoir au bout de 1 an, 2 ans. Et plus, justement, ce stress monte, plus tu as ton corps aussi, peut-être, qui se fait des blocages intérieurement. Mais c'est vraiment très difficile, je pense, de le mettre en pratique. Surtout avec le regard de la société. Voilà. Les messages sous-entendus, là, c'est pas évident. Ouais. Mais voilà, il faut faire face. Il faut être mentalement forte. Et je pense que justement, pour réussir à être mentalement forte, il faut aussi réussir à savoir ce qu'on aime, se détendre, faire des activités qu'on aime pour penser à autre chose, pour un temps soit peu libérer son esprit et être bien dans sa peau autant que possible, tu vois. Je pense que ça facilite aussi les choses, de faire des choses qu'on aime, des activités et de profiter finalement du temps que Dieu nous donne pendant cette phase-là, pour justement investir en soi, on va dire comme ça, pour aller de l'avant. Plus vous parlez, plus moi j'ai l'impression d'être dans un tout autre univers. Lequel? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens loin. Comme dans un autre monde. Totalement. Mais je comprends ce que tu dis. Je pense que le monde c'est un autre monde en fait. Plus on avance ou selon les étapes qu'on traverse dans la vie, je pense que chaque étape ou chaque phase a ses réalités. Mais c'est toujours bien de savoir plus ou moins ce qui nous attend avant de plonger en fait dedans. Même si j'aurais beau te dire X, Y, Z, quand tu vas être dans la phase, tu vas peut-être te dire « Ah, c'est vrai que j'avais entendu ça avant. » Et donc, tu vas peut-être réagir différemment, mais tu pourras jamais vraiment ressentir tant que tu n'y es pas. Mais c'est bien d'ouvrir la parole sur ces sujets pour qu'au moins les gens sachent plus ou moins ce qui les attend quand ça va arriver, tu vois. Parce que là, je me trouve super relax, super insouciante. Je n'ai pas du tout peur. Bon, ça va quoi. Moi, mais tu as raison, profite ma chérie. Profite bien. Imagine un jour, tu as envie d'avoir... Parce que là, bon, je n'ai pas très envie de... Mais c'est pas aussi que des problèmes, hein. C'est beaucoup de joie. Voilà, il faut tout prendre de manière très positive. C'est ça. Oui. Relativiser, c'est très, très important. D'accord. Donc, prochain, on prend on dépose. C'est quoi? Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu n'es pas une vraie femme. Est-ce que ça a besoin de commenter? Non. Dans nos discussions même antérieures, on a parlé de ça, tu te rappelles? Ça ne veut absolument rien dire. Donc, il faut arrêter à un moment donné de toujours donner des personnes même qui prononcent ce genre de phrases. Moi, je les juge. Je ne comprends pas comment en 2025, on peut encore s'arrêter et dire ça. Et après, quand c'est grave, on va dire « Ah, mais je ne savais pas. Ah, mais ce n'était pas vraiment l'intention. Ah, mais je ne pensais pas que ça allait faire mal. » Non. C'est à jeter, déposer, brûler, tout ce que vous voulez, mais on prend surtout pas. Ouais. Et puis après, n'est pas maman que celle qui enfante. Mais exactement. Tout autour de nous, des figures maternelles. Exactement. Donc, et ce que tu as dit est très vrai parce que n'est pas maman même celle qui enfante. Pas forcément. Il y en a qui sont juste génitrices, mais ne sont pas des mamans. Totalement. Donc, c'est pas forcément lié même au fait d'être génitrice ou géniteur.
Même si c'est ce qu'on voit le plus souvent, des géniteurs sans être papa, il y a une vraie différence, mais ça existe aussi pour les mamans. Oui, totalement. Donc, prochain, on prend ou on dépose. Une fausse couche, c'est un vrai deuil. Oui, totalement. Totalement. Même si on banalise tellement que, voilà, on laisse celle qui la vive, on la laisse à elle-même. Il n'y a pas ce soutien psychologique-là qu'il faut. Et souvent, elle aussi ne demande pas de l'aide. Merci. Je voulais justement te poser la question. Des fois, tu apprends par d'autres personnes, en fait, qu'il y a une personne que tu connais qui a vécu ça. Mais tu n'oses pas forcément aller vers elle pour dire « Ah, j'ai entendu que… » parce que ça reste quand même privé. Tu penses que si la personne n'a pas voulu te partager cette épreuve de sa vie, peut-être qu'elle voulait la traverser seule. Donc, tu as un peu de mal, de recul. Et après, c'est vrai dire « Mais qui t'a dit ? Je voulais pas qu'on sache. » Donc, il y a toujours aussi cette position un peu difficile de savoir et de pas forcément pouvoir aider la personne ou la soutenir dans l'épreuve. Donc, il y a… Oui, en fait, moi, je me dis, c'est pas peut-être la personne extérieure, mais même l'entourage. Le mari, la belle famille, les frères, les sœurs sont pas au souvent courant. Si, il y en a qui sont souvent au courant, mais le soutien qu'il faut apporter souvent manque. Pourquoi? J'ai comme l'impression qu'ici, une fausse couche, c'est une fausse couche et puis and so what? C'était pas un bébé vivant de 3 mois qui est parti, quoi. C'est tellement banalisé. Parfois, je me dis, est-ce que c'est pas une manière de montrer à celle qui l'a à vivre qu'il faut rapidement passer? C'est ça. Je pense aussi, parce que je pense qu'une femme que tu vas venir trouver en train de pleurer dans son canapé, tu vas dire pourquoi? Elle dit, j'ai perdu mon bébé qui avait 3 mois dans mon ventre. Des fois, le mari va peut-être dire, oh, mais arrête, c'est pas comme si je pouvais pas en faire d'autres. Donc, si le mari lui-même dit ça, bon, ça veut dire que qu'est-ce que tu veux que la maman ou la belle-mère ou le frère et la sœur disent? Parce qu'à la fin de la journée, on dit, c'était moi aussi mon enfant, mais toi, tu pleures, on dirait que c'était toi seul ton enfant. C'est pas normal. Et ça, oui, ça, c'est vraiment pas normal. Pas normal. Ça, c'est ce qu'il faut éviter d'ailleurs. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Vous savez, dans ma quête de témoignages sur le processus autour de l'accouchement, etc., je suis tombée sur un profil d'une jeune femme, super jeune d'ailleurs, qui a vécu une interruption involontaire de la grossesse. Et quand je lui ai expliqué un peu ce pourquoi je voudrais qu'on discute, je lui ai fait savoir que ce serait totalement sous l'anonymat et tout. Mais elle n'a pas voulu et elle l'a mal pris. Ah oui. Et à quelque part, je me suis sentie mal. Parce qu'on m'a fait savoir que la douleur morale était encore là. Donc, à quelque part, j'ai limite culpabilisé. Je me suis sentie mal parce que je me suis dit, peut-être que tu as réveillé quelque chose en elle. Peut-être que tu as réveillé quelque chose en elle. Et moi, je suis très... faut avoir du bon sens, faut avoir du tact avec les gens. Mais comment on s'y prend quand on veut être présent sans pour autant heurter et envahir même la personne? Parce que chaque personne traverse son deuil même de façon différente. Réveiller les émotions. Et c'est vraiment très, très délicat, on va dire. Chaque mot que tu dis, chaque geste que tu poses, chaque chose que tu fais peut être interprété d'une façon différente de ton intention. Donc, il faut vraiment prendre les choses avec des pincettes et peut-être le faire vraiment quand tu connais la personne et tu sais ce qu'elle aime, sans forcément être trop intrusif. Donc, il n'y a pas de réponse générale, je pense. C'est vraiment au cas par cas, comme dans toutes ces choses. Et il faut vraiment faire avec attention. Je dirais qu'il faut répondre présente ou présent quand la demande est faite. C'est-à-dire, on ne peut pas venir et vouloir faire parler la personne. Ça peut réveiller. C'est-à-dire, il y a un temps où la personne a envie d'en parler et un temps où elle n'a vraiment pas envie d'en parler. Et il faut aussi savoir respecter ça. Maintenant, on peut vouloir aider sans pour autant entrer dans les détails à travers un comportement, à travers la bienveillance. Donc, c'est ce genre de choses aussi auxquelles il faut vouer. Donc, justement, en parlant de comment être présent pour la femme qui traverse la fausse couche, qui a traversé la fausse couche du moins, je pense qu'il y a ces gens-là aussi qui ont bien envie d'être présents, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Voilà. Qui, du coup, préfèrent fuir ou ne pas du tout heurter. Donc, pour en savoir davantage, on a parlé avec une professionnelle du milieu, une psychologue, et on va voir ce qu'elle nous dit sur la question et sur ça. Intéressant, ça c'est super. La femme.
Une femme qui a perdu un bébé ou fait une fausse couche est une femme qui est en détresse, en demande de soins et d'attention de son environnement et surtout d'un entourage bienveillant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, elle est au maximum de sa vulnérabilité et surtout, il va falloir l'accompagner avec douceur et bienveillance. À ce moment-là, ce qui est le plus important à faire, c'est de respecter la douleur de la femme qui souffre en n'essayant pas ni de la minimiser, ni de la nier. Il faut vraiment l'accompagner en douceur et souvent, on a tendance à dire des phrases comme « c'est pas grave, tu en auras un autre ». C'est pas grave, ça va passer. Mais justement, c'est complètement contre-productif dans le sens où la femme est en train d'embraser sa douleur actuelle et d'essayer de gérer au mieux tout ce qu'elle a à faire. Une femme qui est en deuil, parce que c'est ce dont il s'agit, un deuil périnatal, c'est vraiment une femme qui a besoin de toute la tendresse qui soit de la part de son entourage et de la bienveillance. C'est très intéressant d'avoir l'avis d'un professionnel. Au moins, on sait désormais comment s'y prendre. Ouais, donc, on poursuit avec le lot de on prend, on dépose. J'en ai encore. Il ne reste plus que 3, on prend, on dépose. Ok. Continuons. Tu as le droit d'avoir peur même si tu es jeune. Ça, c'est pour moi, ça. Bon, je pense que c'est à prendre, mais tu sais, des fois, moi, je suis quelqu'un qui aussi pense que des fois, ce qu'on appelle sur notre vie, enfin, joue. Donc, je n'ai pas envie que la jeune fille se dise que ce qu'elle a entendu comme histoire, etc., que ça joue sur son mental. Parce qu'il faut toujours rester positif. C'est juste être au courant des risques, au cas où on touche du bois, que ça, mais même si ça arrive, savoir qu'on n'est pas seul, etc. Mais il ne faut pas partir d'emblée en se disant je vais avoir ça, du coup j'ai peur, du coup je te mets des limites, du coup tu te bloques. Pour moi, faut être serein, voilà. Et toujours, justement, je pense qu'on est toutes croyantes ici, se dire que Dieu a fait les choses comme il a prévu et que ça va toujours bien se passer. C'est ça. D'accord. Donc, avant-dernier, on prend, on dépose. On peut vouloir un enfant et vouloir décider de quand le faire. Oui. Totalement. Bien sûr. Totalement. Je peux avoir 30 ans. Voilà, le vouloir et mais décider que je vais le faire dans 5 ans, dans 6 ans. Et là, je pense que justement, c'est vraiment la bonne approche vu tous les enjeux qui sont liés à devenir maman, à la maternité, etc., parentalité. C'est très important, je pense, de penser comme ça. Décider de quand on veut le faire, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas le faire. Oui. En fait, on a le droit de choisir. On a le droit de choisir. C'est-à-dire, tout le monde a le droit d'opter pour quand il veut le comment, faire. Voilà, pas par rapport seulement à la grossesse, mais à tous les aspects de la vie. Et ça ne concerne que nous. Voilà. D'accord. Donc, on est au dernier, on prend, on dépose. Qu'est-ce que c'est encore? Tu dois faire des enfants vite, vite pour en finir. Vite, vite. Genre, j'ai 25 ans, je fais mes 10 enfants et puis comme ça, c'est fini. Mais tu sais que sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'elles disent toutes. Ah, moi, j'ai voulu faire 4 enfants en même temps pour avoir la paix. Là, après, j'ai le temps d'enjoy, de profiter, tout ça. De reprendre mon corps, etc. Bon, à ce niveau-là, si c'est vu comme ça, moi, même si ça a 20 ans, ça a 25 ans, tant que tu as justement la situation stable, que tu voulais vraiment ça, je suis d'accord. Parce que moi, en tout cas, entre ma première grossesse à 25 ans et la dernière que j'ai eue, franchement, mon corps a vraiment plus vite repris. Je pense que plus tu es jeune, plus ton corps reprend vite, plus c'est moins difficile. Donc, si tu es stable, que tu as eu la bénédiction d'être mariée, de vraiment avoir tous les critères réunis, que tu le veux vraiment, pourquoi pas? Après, je pense qu'il y a aussi l'impact sur le corps. Quand on dit vite, vite, on parle de quoi? C'est à 1 an d'écart, c'est à 2 ans d'écart. Je pense que peut-être qu'il y a des recommandations sur le temps minimum de grossesse. Je disais tout à l'heure, tout est question de choix, d'accord. On peut choisir. Effectivement, tu as raison, j'ai suivi ce débat-là. La tendance maintenant, c'est d'en faire rapidement et puis voilà. Mais il faut aussi penser à sa santé. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand 2 grossesses sont très rapprochées, ça peut impacter sur sa Mais très rapprochées, on parle de combien d'écart? C'est-à-dire, ce qu'on conseille, c'est d'attendre minimum 2 ans. Entre 3. Oui. Entre l'accouchement et la conception. Ça, entre les 2 enfants. Donc, 2 ans de naissance. De naissance. Maintenant, donc, 1 an, 3 mois,
Je sais pas trop. Yasmine, j'ai dit 2 ans. Ok. Non, mais parce que tu peux retomber enceinte du coup quand l'autre a 1 an et 3 mois. Oui, mais là, ça fait 2 ans. Ça Voilà. Il aura 2 ans. Voilà. Il aura 2 ans. 2 ans d'écart entre les deux. Le minimum, hein. Le minimum, c'est 2 ans. Pourquoi? Parce que pour nous permettre au corps de bien se reposer. Donc, voilà, on peut opter pour faire, voilà, de manière rapprochée. Mais il faut aussi penser à sa santé. Ça doit pas être simple, hein, parce que s'occuper d'un bébé de base, déjà, j'imagine que c'est pas simple. Donc, être enceinte non plus, j'imagine que devoir être enceinte et puis s'occuper du bébé. C'est ça. C'est pourquoi il faut vraiment bien réfléchir. Hein. C'est pas pour rien qu'on conseille d'attendre. Mais je pense aussi que le sujet tourne autour du fait de ces femmes-là qui font des grossesses rapprochées, mais pas parce qu'elles le veulent. Parce que c'est comme ça que dans la famille de son mari ou de son mariage, on lui a dit c'est comme ça. C'est Dieu qui a donné. C'est une autre question. Donc, tu vois, mais là aussi, c'est important qu'elles sachent qu'elles ont toujours le choix et que à la fin de la journée, c'est leur corps aussi. Donc, c'est pas juste faire pour en faire. Totalement. Parce que les conséquences, finalement, c'est sur le corps de la femme. Exactement. C'est pas sur les autres. Donc, c'est très important, je pense, d'avoir ça en tête. Ouais. Yasmine, je te sens déjà fatiguée. Hein. Comme toujours. À partir du dernier, on dépose là. Je sens que ça t'épuise. Mais toi aussi, ta liste est trop longue. Parce que vraiment, à la fin de la journée, les femmes sont toujours jugées. Qu'elles fassent des enfants, elles sont jugées. Qu'elles n'en fassent pas, elles sont jugées. Ouais. On ne connaît pas la raison, mais on les juge quand même parce qu'elles n'ont pas d'enfants et on estime que c'est le moment pour elles, en fait, finalement, d'être enceinte et de procréer. Alors que si c'est juste... Moi, j'adore être enceinte. Hein. Ah oui, moi j'ai des grossesses qui sont merveilleuses. Franchement, ça c'est une bénédiction. Mes accouchements, je peux pas dire que j'ai eu les pires. Donc je suis très à l'aise. Si c'est juste être enceinte et puis faire des bébés pour faire là, j'aurais plutôt faire ça. Mais le problème n'est pas que là. Tu vois? Donc finalement, qu'on indexe les femmes qui souffrent toujours et même celles qui peuvent pas en avoir et qu'on les juge. Surtout celles qui Oh mon Dieu. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous lire dessus. Une dame qui m'a expliqué un peu son expérience parce que elle est mariée et elle ne peut pas avoir d'enfant. Je vous lis ça tout de suite. Elle dit justement qu'elle est mariée depuis 6 ans et qu'elle n'a toujours pas d'enfant. Donc, la famille de son mari l'a vite cataloguée stérile. Donc, la maman de son mari ne lui parle presque plus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Très important, écoutez bien. Il refuse tout examen parce qu'il dit que chez eux, les hommes n'ont pas ce genre de problème. Alors, tout le poids est sur elle. Le rejet, le doute, etc. Donc, elle traverse ça finalement seule parce que son mari même se dit, moi, je peux pas finalement avoir des problèmes de stérilité. Si on n'a pas d'enfant, c'est de ta faute. C'est vrai. Comment tu veux pas que je sois fatiguée avec ce genre d'affirmation et d'assertion? Et c'est toujours la femme qui est blâmée. Non, mais... C'est toujours la femme. Et pourtant, le problème peut venir du mari. Tout aussi de l'homme que de la Mais femme. moi, en plus... Je pense, bon, je connais pas forcément son mari, etc. Mais pourquoi il a refusé de... Bon, c'est fréquent. Mais des fois, moi, ce qui me perturbe, c'est que ça vient d'hommes qui sont cultivés, qui sont là à l'école. À l'école, on a fait tous les sciences, etc. On sait comment ça fonctionne. Donc, comment un homme, finalement, peut se dire, moi, chez moi, donc dans ma famille, il n'y a pas ça, donc c'est forcément toi le problème. Et blâmer sa propre femme qui l'a mariée. On dit quoi pendant le mariage, là, pour le meilleur et pour le pire. Alors que c'est pas forcément qu'une femme, mais c'est toujours la femme qui va porter le poids du rejet, le poids de dire c'est elle qui est le problème dans le couple. Et pourtant, l'homme se sent toujours exclu. On parle d'infertilité, pas de la femme, du couple. On parle d'infertilité du couple, pas de la femme. Mais la société aujourd'hui, on dit chaque fois la femme. Et je le rappelle, c'est quand un couple vit pendant 12 mois consécutifs ensemble. Donc, quand je dis ensemble, vous comprenez. Oui. Voilà, 12 mois et qu'une grossesse n'arrive pas. C'est là où on commence d'évoquer, à penser à l'infertilité du couple. C'est ça. Et quand il y a infertilité du couple, l'homme, c'est le couple qui doit se lever et aller explorer pour voir qu'est-ce qui empêche. Ce qu'on note, c'est que ce sont les femmes qui se lèvent, qui vont faire tout un tas d'analyses. Souvent, les hommes refusent parce que on a tendance à lier infertilité, virilité. Quand tout marche d'un côté, parce que tout est OK. OK. Voyez un peu. Je vois. Et pourtant, ce qu'on a noté, les spécialistes ne vont pas démentir qu'actuellement, ça touche énormément les hommes.
Donc, quand tu es là, tu es avec ton femme. épouse, tu ne vas pas consulter. Ouais. Et bon, il y a des cas où l'homme sait. Il sait qu'il y a c'est lui aussi le ça. problème. Il sait que c'est lui Ça le aussi, ça problème. existe, hein. Donc, il sait que c'est lui le problème, mais il ne va jamais avouer que c'est lui. Il va laisser regarder tout tranquillement la dame faire le tour des spécialistes, C'est méchant et tout, alors qu'il sait que le problème vient de lui. Et donc, comme il veut même pas qu'on lui attribue ça, il va en fait faire monter son ego. Exactement. Et donc, ne même pas aller faire les tests parce que sinon, elle saura et laisser toutes les familles, que ce soit la famille de la fille ou sa famille à lui, attaquer la femme. Mais c'est tellement méchant, c'est égoïste, je trouve que c'est même pas humain finalement parce que ce poids-là que les femmes portent, qui déjà elles-mêmes se sentent mal parce qu'elles veulent en avoir, elles se disent bon, je suis mariée pour le meilleur et le pire. Si je fais tous les examens, que je sais que c'est pas moi et que c'est peut-être potentiellement toi, que je vais peut-être aller contracter une grossesse dehors. Il y a des cas aussi. Hein. Ça on n'en parle pas. Ouais, Mais comme les femmes sont très, je veux dire, pas forcément, je veux pas dire désespérées, mais je pense que je suis sûre, j'en connais pas. Bon, en tout cas, ça c'est pas quelque chose qu'on dit, mais qui vont finalement aller contracter des grossesses hors mariage et venir voilà. Donc ça arrive en fait finalement à dépasser même ses valeurs morales des fois parce que l'homme ne veut pas s'engager dans un processus. Et si ça arrive que le monsieur sait que lui-même il a des problèmes de stérilité, donc il sait que c'est pas son enfant. Oui. Mais il dira rien parce que finalement, mais donc tu vois, ça nous met finalement dans une situation complexe, compliquée. Et la femme, comme je dis, subit tellement de choses, elle endure tellement de choses. Et en plus, si elle en vient à faire ce genre de pratique, que ça se découvre, c'est encore elle qui va prendre tout le poids parce que moralement, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Donc, à la fin de la journée, je pense que les femmes aussi doivent savoir qu'elles ont le droit d'exiger de ça de leur mari. Mais on va dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se parle à cœur ouvert. Il faut qu'on ouvre le sujet sur ce genre de problème, mais il faut qu'on se parle à cœur ouvert dans le couple, dans les familles, et qu'on puisse... Surtout dans les familles aussi. Voilà. Hein, parce que ce qu'on note aussi, parfois, le couple n'a pas ce genre de problème. J'ai eu un cas similaire où le couple gère bien cet état de fait-là. Ils y vont ensemble, ils essaient de surmonter ça ensemble. Mais c'est la grande famille. Mais là, tout le monde a son mot à dire. Qu'est-ce que vous attendez? Et souvent, les reproches sont tournés vers la femme. Souvent pas vers les hommes, alors que c'est 50-50. Chacun amène quelque chose pour créer quelque chose. Donc, voilà. Mais je pense que, comme tu as dit, c'est très important parce que dans les couples soudés, à ce moment-là, le mari, en fait, va toujours se mettre devant pour protéger sa femme, dans sa famille à lui. Et ces hommes qui font ça là sont ceux, justement... Je vais pas dire qu'on applaudit parce que pour moi, c'est ce qui est normal, en fait. C'est la réaction normale de pouvoir faire un bouclier parce que c'est la femme que j'ai choisie. Vous allez la respecter. Vous n'allez pas lui parler d'une certaine façon. Et il va montrer justement à sa famille qu'il y a des limites. Ma femme, vous ne lui parlez pas comme ça. Pareil, elle, dans sa famille, va pouvoir aussi dire non, on traverse ça. Voilà. Peut-être en parler plus ou moins aux membres de la famille qui sont proches, mais savoir mettre des limites parce qu'à la fin de la journée, c'est notre couple, c'est nos vies, c'est notre mariage et savoir justement faire barrière entre ce que les gens disent et protéger en fait son couple. Parce que je pense que le problème finalement, on est fatigué. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'intrusions de partout. Des amis, des personnes affairées, de la famille, des personnes qui se disent les meilleurs médecins du monde, j'ai les meilleurs remèdes, etc. Une fois, Yasmine, je me remets en place parce que là, on a dit, ouvrez-la, madame. Oui. Pour cette fois-ci, fermez-la, madame. Pourquoi je dis ça? C'est bien placé, ça. C'est nous, souvent, en tant que femmes, qui blessons les autres femmes comme nous. Souvent, ce ne sont pas les hommes qui font des allusions, ou bien qui font un semblant de prière. Oui. Qu'Allah t'accorde une fille, c'est pas de la bienveillance souvent. Il y a un message pour dire qu'est-ce que tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Et ça, ce sont nous. Hein. Donc, pour cette fois-ci, fermez-la. Il faut apprendre à se taire. Quand ça ne te concerne pas,
qu'on ne t'a rien demandé, que tu ne peux même pas régler le problème finalement, tu ne sais même pas ce qui se passe. Donc, et puis chacun vraiment, a son utérus aussi. Hein. mais franchement, les gens intrusifs là, ils nous fatiguent. Donc vraiment, Fauzia, il faut pas avoir peur. Par Je vous écoute tout tétanisé comme ça. non, faut pas s'éterniser, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est juste savoir les faits de la société. On décrit ce qui n'est pas bon. Et puis, on garde, comme tu as dit, ce qui est bon, on prend et on avance avec. Et comme moi, je dis chaque fois, la positivité. Et ça rentre dans tout, même les personnes autour de toi. Voilà. Oui. Et si les gens t'arrangent pas finalement pour t'aider psychologiquement, ça, faut couper. Faut couper les liens. Ça va pas tuer quelqu'un. Faut couper. Parce que c'est moi d'abord, c'est ma paix d'esprit d'abord, c'est mon mariage d'abord. Vraiment. Toi, faut caler en l'air. Donc, mes grandes sœurs, ce que je retiens essentiellement de notre échange, c'est que faire un enfant, c'est un choix à deux qui nécessite l'engagement des deux parties. Ce n'est pas toujours linéaire et c'est nécessaire de se faire accompagner par un spécialiste, un médecin. Donc, qu'est-ce que vous avez à rajouter à cette note de fin de cette conversation? C'est tout à fait vrai. Je rajouterais que c'est pas automatique ni systématique, qu'il faut veiller souvent après. On a évoqué les cas de fausse couche, qu'il faut veiller à aller vers le spécialiste pour les causes et les éviter afin de... C'est un moyen de prévention. Maintenant, pour les cas d'infertilité, ce message, je pense que c'est pour nous d'abord, en tant que femmes. À chaque fois, repensons à nos mots. M-O-T-S. Ouais. Avant de les sortir. Car elles peuvent vraiment être source de mots. M-A-U-X. Ouais. Il faut qu'on soit bienveillante avec nos sœurs. Totalement. J'insiste sur ça. Il faut Oui. être bienveillante vis-à-vis des autres femmes. Moi, je pense que vous avez déjà tout dit, mais ce qui me revient vraiment, encore une fois, c'est que faut savoir nous-mêmes, en tant que personne ou en tant que couple, couper les ponts quand c'est nécessaire pour notre santé mentale, en tout cas, pour notre bien-être. Et il faut se dire et se rappeler qu'on a le pouvoir de choisir pour nos vies tout ce qui dépend de nous. Et à la fin de la journée, il faut se prioriser soi. Faut pas prioriser on dit, la famille, etc. Faut vraiment penser à soi, tant que c'est en accord avec ton Dieu. Ce que tu penses, tes valeurs morales, n'hésite pas à le faire parce que personne ne va te prioriser à part toi-même. Donc, savoir qu'on a ce droit-là et ce devoir même envers nous-mêmes. Donc, pour ton couple, pour toi-même, il faut jamais oublier. Ça, je te le dis à toi comme petite sœur. Mais même avec les grandes sœurs, c'est important de se redire parce que des fois, dans le cercle de la vie, on se perd et c'est toujours bien de réentendre ça. Il faut chaque fois se prioriser parce que ta vie, personne d'autre ne la mènera à ta place. Tout à fait. Totalement. Alors, c'est sur cette note de fin que s'achève cette conversation avec mes grandes sœurs chéries. C'était super important pour moi, à l'aide de mes grandes sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure, de démystifier le sujet tout autour. Et bien, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager, à commenter et quelquefois même vos témoignages à nous. Ce serait bien de vous lire, de nous ajouter. À très bientôt dans Folie.